19h. Yarana, bienvenue. Merci d'être sur la première. Dans l'actualité de ce lundi 15 août, les catholiques renouent avec la procession en ce jour d'Assomption après 2 années de pause sanitaire. La cérémonie qui compte dans le calendrier religieux a rassemblé des centaines de fidèles. Un marché aux puces sous le signe de l'inflation. Immuablement présent tous les dimanches et jours fériés, les exposants subissent eux aussi les contre-coups de la hausse du coût de la vie avec des répercussions sur le porte-monnaie de leurs clients. L'inflation, on en parle avec Florent Vénère, le professeur d'économie à l'Université de la Polynésie, et notre invité ce soir. Ils seront déployés sur le terrain en Gironde dans quelques heures. Les pompiers polynésiens partis en renfort sont bien arrivés dans l'Hexagone, alors que la fin de la canicule et l'arrivée de la pluie rendent les conditions météorologiques moins favorables aux incendies. On fait le point avec Gaston Tounois, le président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers de Polynésie, sera en direct avec nous dans ce journal depuis la Gironde. Nouveau jour off pour les surfeurs à Tiahupo. Les conditions météo du jour n'ont pas permis de donner le top départ de la Outer Node Tahiti Pro. Dès demain, les femmes pourraient lancer la compétition. Elles sont 12, dont Vahine Fierro, qui disputera le 3e CT de sa carrière. Les festivités du 15 août ont repris vie dans les églises catholiques du pays. Ce rendez-vous incontournable a rassemblé des centaines de fidèles qui ont participé à la traditionnelle procession. À Mariano Tehau, sans Monseigneur Hubert Copenrath, David Chang, Lorenzo Marama et Hubert Liao. Voilà 2 ans que cette célébration n'avait pas pu se faire à cause du Covid. Cette année, après la mort de Hubert Copenrath, figure du catholicisme local, le choix du cimetière des prêtres comme point de départ est lourd de sens. C'est important le cimetière, parce que quand tu lis l'histoire de l'élévation de Marie, ça a toujours été fait comme Jésus. Jésus est monté au ciel par le tombeau. Et la Vierge aussi, et c'est cela. La date est sacrée pour les catholiques. Elle symbolise le jour où Marie est allée rejoindre son fils Jésus aux cieux. Une journée de louange que les fidèles de l'église de Mariano Tehau n'auraient raté pour rien au monde. La Vierge Marie, c'est comme notre maman du ciel et que toutes les mamans aussi d'aujourd'hui. Voilà. La prochaine célébration au calendrier catholique, c'est la Nativité de Marie le 8 septembre prochain, date qui rappelle la venue au monde de la Sainte Vierge. Face à la hausse des prix, les Polynésiens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les brocantes. Une solution pour alléger leurs dépenses. La crise économique rend le marché aux puces incontournable pour certains ménages à faible revenu et pour la centaine d'exposants, salariés ou retraités, un bon moyen d'arrondir leur fin de mois. Théophane Ter-Itoa et Jérôme Lee. L'objectif, c'est de terminer la journée avec plus rien. Donc je suis prête à baisser le prix s'il le faut. Marchander pour mieux vendre. Et pourtant, les articles vendus par Janine défient toute concurrence. Comptez 300 francs pour un t-shirt et 1000 francs pour un pantalon de seconde main. Ah oui, c'est pas cher que en ville. Mais bon, enfin quand même en ville. En ville, c'est à peu près combien? Ça dépend, oui. Si tu vas chez Quicksilver, c'est 10 000 royaux. Mais ça va ici, mon plus ça va. Je vois qu'ils sont contents, ils peuvent se payer quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas se payer quand c'est vendu en ville. Alors j'ai fixé des prix, mais après je regarde les personnes et je suis prête à baisser encore. 10 000 francs, c'est le budget vêtements de rentrée de Pueran, une mère de famille. Et c'est au marché aux puces qu'elle décide de l'épuiser. Seule solution pour remplir les placards à moindre coût. Un t-shirt, c'est quoi, 1000 francs? C'est quand même, c'est de la marque quoi, 1000 francs, ça va. Voilà, c'est pas cher. Là, j'achète des vêtements, des robes, des hauts, des maillots, ça dépend ce qu'il y a. Du côté des vendeurs, le marché aux bonnes affaires est un moyen pour arrondir leur fin de mois. À l'image de Lou Pinatan, elle est étudiante et pour remplir son portefeuille, elle brade ses vêtements. Ils sont moins chers. Là, je mets beaucoup moins cher en magasin. C'est vraiment cher, tout ce que je trouve ici. Donc, on essaye de vendre le moins cher qu'on peut. Et comme ça, les gens, ils peuvent trouver leur bonheur pour moins. Si un exposant qui vient vendre ses affaires un peu plus cher, par exemple, un peu
Même 500 francs, 1000 francs, c'est cher. Il ne va pas vendre. Il faut vraiment qu'il baisse ses tarifs à 200 francs, 300 francs pour que le client puisse accéder. Sinon, ce n'est pas évident. Face à l'inflation, les ménages modestes tentent de trouver des idées pour alléger les dépenses du quotidien. Pour beaucoup, les achats en brocante sont la solution pour faire des économies. Et l'inflation, on en parle tout de suite avec notre invité Florent Vénère, Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. On vient de le voir, ce sont les ménages les plus modestes qui sont les plus touchés par la crise économique. Est-ce qu'on est toujours en zone de turbulence ou le pire reste à venir ? Alors en fait, les éléments qui ont amené le démarrage de l'inflation sont toujours présents. Donc malheureusement, je n'ai pas une très bonne nouvelle là-dessus. Il y a de fortes chances que ça continue encore. Alors savoir si ça va diminuer progressivement ou si ça va se maintenir à un niveau à peu près constant, il y a un débat chez les économistes en ce moment. Donc c'est un peu compliqué de vous le dire. Et puis donc particulièrement sur la situation polynésienne, c'est compliqué. Mais il faut s'attendre encore effectivement à des mois d'inflation importants. Oui. Donc c'est aujourd'hui qu'il faudrait se préparer. Voilà, c'est ça. Alors, le gouvernement souhaite revoir la liste des produits de grande consommation et celle des produits de première nécessité. Les PPN, qui sont, je le rappelle, un dispositif mis en place par le gouvernement afin de permettre aux familles les plus modestes de s'alimenter correctement. Pourtant, les PPN aussi aujourd'hui ont augmenté de 14%. Jouent-ils toujours leur rôle finalement aujourd'hui ? Alors, le principe des PPN, c'est qu'on contingente la marge, en fait, on réglemente la marge, mais évidemment, si le produit qu'on achète est déjà cher, il est déjà impacté par l'inflation mondiale, ben forcément, il arrive plus cher. 14%, c'est assez important, mais il faut comprendre aussi que les PPN, ce sont des produits qui sont des produits de base, et ce sont les matières premières, l'énergie, etc., qui ont été le plus touchés, en fait, par l'inflation au plan mondial, donc ça se répercute logiquement sur les PPN, et puis ce sont des produits qui sont à faible valeur, globalement. Donc, si vous voulez, quand on vend un produit qui est cher, le coût de transport a finalement peu impacté le prix final du produit cher. Quand on vend un produit qui n'est pas cher, le coût de transport impacte beaucoup plus le prix final. Donc c'est assez logique qu'on ait des augmentations fortes sur les PPN. Mais aujourd'hui, on devrait garder les PPN ou il faudrait revoir la liste C'est un système, les PPN, qui est un système assez inefficace, en fait, puisque le principe, c'est de passer par une redistribution sociale qui est par la bande, en fait. C'est-à-dire qu'on force des prix à des tarifs qui sont plus bas que ceux qui seraient déterminés par le marché, pour qu'ils soient accessibles aux gens qui ont des difficultés. Mais en même temps, on les rend aussi accessibles moins chers à toutes les personnes qui n'en ont pas besoin. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, il y a une déperdition, en fait, de l'action publique et des dépenses qui sont effectuées aussi, puisque derrière, il y a un manque à gagner fiscal pour le pays. Il y a une déperdition pour des gens qui n'en ont pas besoin. Et ça, c'est quelque chose que les économistes n'aiment pas. Et donc, il faudrait mieux cibler peut-être. Vous Exactement. dites justement qu'il faudrait traquer les comportements d'entente. Est-ce que les grandes entreprises en situation de monopole profitent aussi du contexte ? Alors là, vous référez à un article que j'ai écrit dans une revue nationale, une revue de chercheurs et de praticiens. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin, dans une économie qui fonctionne bien, où il n'y a pas d'entente, où il n'y a pas de problème de pratiques anticoncurrentielles massives, on n'a pas besoin de réglementer les prix, puisque de fait, les prix s'établissent à leur juste niveau, à leur niveau normal. Voilà. La réglementation des prix, c'est toujours quelque chose qu'on doit voir comme un élément qui vient se rajouter à une situation de défaillance qui est assez temporaire. La réglementation des prix telle qu'elle est pratiquée en Polynésie depuis 30 ans, c'est quelque chose qui s'est instauré dans le paysage et on voit que ça ne fonctionne pas. Parce que si ça fonctionnait depuis 30 ans, on n'aurait pas les niveaux de prix qu'on a. Et c'est pareil d'ailleurs pour l'expérience calédonienne à laquelle je me suis aussi beaucoup intéressé. Et les prix restent très élevés avec une tradition d'interventionnisme sur les prix. Donc on sait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Voilà, et donc le politique manque de décisions courageuses peut-être ? Alors c'est pas une question de décision courageuse. En l'occurrence, c'est juste que ça s'est installé comme ça, qu'à l'époque où ça s'est installé, c'était vraisemblablement la seule façon qu'on avait trouvée pour agir, qu'en plus il n'y avait pas de droit de la concurrence à l'époque. Donc voilà, donc c'était un pis-aller. Maintenant, il faut qu'on fasse évoluer le système, avec un peu plus de maturité sur le recul et le fonctionnement de l'économie. Il faut qu'on fasse évoluer le système. Alors, très rapidement, pour terminer, l'inflation reste en grande partie aussi liée à la conjoncture économique et géopolitique. Le tourisme qui repart, est-ce que c'est un bon signe de reprise d'activité ? Ah oui, c'est une excellente nouvelle. On arrive effectivement au niveau pré-Covid, au niveau de 2019. On voit que là, les réservations sont pleines dans les pensions de famille, dans les hôtels. Enfin, c'est très bien. Alors, il faut aussi comprendre qu'il y a une offre qui est réduite. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'hôtels qui ont fermé, qui n'ont pas rouvert. Donc, évidemment, quand
quand on voit des hôtels pleins, c'est aussi parce qu'on a moins d'hôtels qu'avant. Hein. Donc ça, on ne peut pas s'en réjouir. Mais pour l'instant, en tout cas, les touristes sont revenus. Voilà, espérons que ça se maintienne. C'est quelque chose qui est vraiment une excellente nouvelle pour la relance en fait, de l'économie polynésienne. Quoi. C'est au moins ça comme bonne nouvelle. Merci beaucoup, Florent Weiner, d'avoir été notre invité ce soir. Quoi qu'il en soit, l'inflation, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer puisque l'avenir reste flou. Plus de peur que de mal pour les 11 passagers du voilier qui s'est échoué sur le récif à Ta'apuna hier soir vers 21h. 8 d'entre eux ont été évacués en Zodiac par les bénévoles de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer. Mais avec la forte houle, les 3 autres personnes ont dû être élitreillées par l'hélicoptère Dauphin sollicité par le JRCC. C'était aux alentours de 22h30. Les causes de l'accident restent indéterminées. Ils sont arrivés hier dans l'Hexagone. Les 20 pompiers polynésiens mobilisés pour soutenir leurs confrères dans leur combat contre les flammes. Durant le week-end passé, la fraîcheur et la pluie ont été salutaires pour les soldats du feu. En Gironde, dans la Drôme ou encore dans le Jura, les feux sont désormais fixés. Nous sommes en direct depuis Ostens, une commune dans les Landes, dans le département de la Gironde, avec Gaston Tounois. Gaston Tounois-Yorana, merci d'être en direct avec nous depuis la Gironde. Êtes-vous bien installé d'abord? Oui, donc merci Polynésie Première. Donc là, aujourd'hui, nous sommes affectés sur le département de Gironde. Donc comme vous voyez bien, les équipes ils sont déjà prêtes. Ce matin, à 7h, nous aurons un débriefing avec le COS pour notre affectation sur le terrain. Alors, vous venez de le dire, vous allez être déployés donc sur le terrain où 1 millier de pompiers sont déjà mobilisés. Est-ce que l'on vous a détaillé vos missions ce matin, puisque, je le disais, les feux sont fixés aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que notre mission à faire aujourd'hui, une grande partie a été déjà faite par les pompiers qui étaient déjà présents. Aujourd'hui, nous allons continuer quand même des inspections. Et là, par rapport aux informations que nous avons eues hier, avec le COS, c'était le plus dangereux. Ce sont des arbres qui risquent de tomber sans prévenir. Et donc là, il y avait une information qui est sortie, c'était le feu de tourbe. Feu de tourbe, c'est la continuité des flammes qui brûlent les racines dans la terre sans le savoir, sans qu'on le voit, et qui peut continuer sur une centaine de mètres, voire même des kilomètres. Et c'est ce qui est vraiment dangereux. Donc la mission, c'est vraiment d'encadrer nos gars, nos jeunes, nos pompiers de Polynésie, et de donner l'information, d'être vigilants et de faire attention. Alors justement, les feux de forêt d'une telle ampleur ne se sont jamais produits en Polynésie. Est-ce que mentalement vous êtes prêts? Est-ce que vous appréhendez un petit peu cette mission ou vous allez prendre ça comme une expérience nouvelle? Avec toutes les informations que nous avons eues avec le COS, avec les informations avec les chefs, d'où la raison. Donc je remercie beaucoup le commandant Aumont qui a été affecté aussi au renfort sur la Polynésie française pour les crises sanitaires l'année dernière, aussi bien que Rospar, Sylvain, et que je remercie beaucoup. C'est grâce à ces personnes, surtout Sylvain qui nous a accueillis dans les Yvelines. Et je voudrais aussi remercier le directeur du départemental des Yvelines qui nous a accueillis, qui nous a logés, qui nous a donné à manger, à tous les sapeurs-pompiers qui sont arrivés pour les premiers détachements. Et aussi, donc, je voulais donner un message aussi à la Polynésie, au président de la Polynésie qui avait pris l'initiative de décider de faire envoyer des renforts sur la France pour aider les pompiers de France qui est vraiment, on voit bien lorsqu'on était arrivé, la fatigue se répand sur le visage. Et nous avons pu rencontrer nos homologues, l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie et beaucoup de personnes qui sont ici. On était à peu près au moins entre 500 à 600 personnes. Et on est vraiment dans un camp, un domaine. C'est pour vous dire qu'on n'est pas du tout à l'hôtel. On est vraiment là pour pouvoir travailler et pour une durée indéterminée, peut-être normalement pour 2 semaines. Nous sommes ici en métropole. Merci beaucoup Gaston Tounois pour ce point en direct depuis la Gironde. Nous voyons donc que vous avez été bien accueillis et que vous allez démarrer votre mission ce matin. Merci beaucoup. Maruru.
Et depuis le début de l'année, ce sont plus de 48 400 hectares de terre qui ont brûlé en France, un chiffre arrêté au 6 août. Plus d'1 million de tonnes de carbone ont été libérées dans l'atmosphère par les incendies français, très largement au-dessus de la moyenne. Pour la 5e journée d'affilée, pas de compétition aujourd'hui sur le spot de Teahup'o. La Outer Note Haiti Pro n'a pas encore été lancée, faute de vagues. Mais durant toute la journée, les compétiteurs restaient en alerte au cas où les organisateurs décidaient de lancer les hostilités. Le dernier call traduisait le dernier rendez-vous pour décider du lancement de la compétition a eu lieu à 13h30. Prochain point demain à 6h30. Et demain, il y a de fortes chances pour que ce soit les femmes qui débutent la journée. Elles font leur retour à Teahup'o 16 ans après. Parmi les 12 compétitrices, une tahitienne, Wahine Fierro, invitée dans cet événement. Arihoué, Tif Afana, Marcel Bonneau et Tim Pruvot l'ont rencontré. Le récit de Marouki Duri. C'est dans son élément que nous avons rencontré Wahine Fierro avant le début de la compétition. La surfeuse de Wahine a aussi un pied à terre à Teahup'o, cet environnement qu'elle apprécie tant. Pendant les free sessions, elle prépare son corps, son esprit et son matériel. Ça va, la première planche marche bien et là je vais tester la deuxième. La première c'est une taille 5-9 et celle-là c'est une 5-11, donc un peu plus pour les grosses vagues. Et voilà, je vais voir, c'est juste pour tourner un peu et voir la vitesse et si j'aime bien. Championne du monde junior en 2018, Wahine disputera son 3e CT en carrière après 2 participations à Osgore. Actuellement 2e meilleure française, la jeune femme apprécie surtout les choses simples comme partager une session avec ses 2 sœurs. Un bel entourage offre forcément de bonnes vibrations. Ouais, j'ai hâte, c'est un nouvel événement pour moi et ouais, j'ai juste envie d'avoir une bonne énergie, j'ai ma famille avec moi, on fait des petits free surf ensemble et ouais, c'est top. C'est quand même important de suivre Wahine un peu partout où elle va parce que c'est comme si elle se sentait à la maison, comme un Hémiti on est là et puis on s'amuse bien et j'espère que pour elle on est une très bonne compagnie. Je pense qu'elle se sent prête et que j'espère qu'elle va aller sans pression et qu'elle va tout donner le meilleur de soi-même. Voilà. Wildcard dans ce main event, Wahine Fierro a l'occasion de laisser éclater son talent et peut-être de marquer des points pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et sachez que vous pourrez suivre la compétition en direct demain sur nos 3 antennes dès 7h. Les pongistes du Fénois se sont mesurés à la légende française de la discipline, Jean-Philippe Gatien, le directeur des sports de Paris 2024, mais d'abord champion du monde et 13 fois champion de France de tennis de table, a participé à un mini-tournoi amical, une matinée de rencontres et d'échanges aussi entre la Fédération polynésienne et le Comité olympique. Avec le label Terre des Jeux se transmettent les valeurs d'excellence, d'amitié et de respect, à des valeurs portées par l'olympisme et qui font du sport un véritable vecteur d'éducation. Jean-Philippe Gatien l'a dit à Jérôme Lee. Au-delà de cette organisation sportive, il y a aussi, pendant une période de 2 ans, la nécessité et la volonté de notre part d'engager, de partager, de mettre plus de sport dans la vie des gens. Aujourd'hui, c'était effectivement un moment important. On a eu l'occasion de le faire aussi sur les activités d'eau au travers du label Terre de Jeux, Export Terre de Jeux qu'on présentera un petit peu plus tard cet après-midi. Mais cette nécessité d'engager toute la population, d'engager le mouvement sportif également, et c'est un objectif aussi prioritaire pour nous, derrière ces jeux, derrière les valeurs du sport. Et on a besoin et on a envie de pouvoir véhiculer tout ça et de valoriser tout ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Encore une fois, pour faire de ces Jeux, bien évidemment, un succès sportif avec une vague extraordinaire et des athlètes qui seront dans les meilleures conditions, mais aussi de permettre à l'ensemble de la population de vivre les émotions du sport, de les pratiquer, de les partager. Et c'est bien ça aussi l'objectif de ce voyage.
Après un voyage de près de 6000 km depuis l'Antarctique, les baleines offrent depuis le mois de juin leur balai aquatique dans les eaux polynésiennes. Un spectacle très apprécié des touristes et autres passionnés des grands cétacés. Pour les excursionnistes, c'est une belle saison qui commence. Nicolas Suir et Erwan Potorou. La saison des baleines est bien entamée. Les grands cétacés sont de visite près de nos rivages. Plusieurs excursionnistes ont repéré 2 géants des mers au large de Faa ce matin. À leur approche, ils se mettent à l'eau pour ceux qui le peuvent. Ce n'est pas le cas des passagers de notre embarcation. Il y a des autorisations pour se mettre à l'eau avec les baleines. On peut aller les voir en snorkeling. Voilà. Nous, on n'a pas ces autorisations, donc on ne pourra pas le faire. Et après, on a quand même des belles observations depuis le bateau. Alors, arrêtés à 300 mètres, nous observons. C'est la première fois que je vois des baleines, même si c'est des petits parties de son corps, mais voilà, de voir cette grosse nageoire qui sort ou un petit bout de nez, c'est toujours ça de prix. Progressivement, les cétacés se rapprochent jusqu'à venir tout près. La douzaine de touristes à bord est ébahie. Absolument incroyable. Je pense qu'on est très chanceux parce qu'on a vu 2 baleines s'approcher à quelques mètres du bateau. Et vraiment, c'est la première fois que j'en vois dans ma vie, donc je suis assez bouleversé par ça. C'est magnifique. Ah bah, c'est fantastique, c'est exceptionnel. Ouais. C'est beau. C'est assez majestueux. Elles étaient très près de nous en plus, donc ouais, c'est majestueux. On dirait qu'elles sont venues jouer avec nous. Ah bah, d'autant plus. Belle observation, tout le monde est content. C'est ça qui fait aussi la réussite de la sortie. Une sortie réussie avant même d'être achevée. À l'approche d'un grain, notre guide décide de poursuivre l'excursion. Plusieurs sites sont visités. L'aquarium avec ses épaves et celui de la Pointe des Pêcheurs avec ses dauphins, tortues et raies. Des touristes originaires pour la plupart de Paris et qui se baignent pour la première fois dans nos eaux. Ils repartiront chez eux avec des étoiles plein les yeux. Et la clinique vétérinaire de Far Ipiti fait appel à la générosité des pêcheurs pour pouvoir disposer de poissons morts et vivants tels que Aturé, Aina ou encore des pieuvres. Ils serviront à nourrir l'otari retrouvé à Rurutu le 3 août dernier et à rapatrier à Papeete. L'information principale de ce journal, les catholiques célèbrent de nouveau l'Assomption après 2 années de pause sanitaire. Cette cérémonie importante du calendrier religieux a rassemblé des centaines de fidèles pour la traditionnelle procession. Elle a démarré au cimetière des prêtres à Mariano Tehao. À la une de votre quotidien demain, Teitianfo titre sur Teahupo'o qui doit rester Teahupo'o. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.